est-ce que je peux oser Oui, commencer avec un très court extrait de cette vidéo que j'ai mentionnée dans ma présentation. C'est la présentation de mes deux étudiants sur la troisième génération de Fassbinder. Est-ce que tu pourrais le faire fast-forward un peu de 30 secondes ou une minute? Juste pour montrer un peu. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est parfait. Fernsehnachrichten entnommen hat, die während der Drehzeit gesendet wurden, vom gescheiterten Metallstreik für die 35-Stunden-Woche über die politischen Ereignisse in Persien, Kambodscha und Vietnam bis zur berühmten Diskussion ist Einfluss auf die Erwerb Interline wurde der Version des alltäglichen Warendienstes und der Postaufmeldung. C'est bon. Si tu comprends pas, si vous comprenez pas l'allemand, ça, c'est pas grave parce que nous, germanophones, ne peuvent pas comprendre aussi non plus les paroles qu'ils ont dites. Mais c'était quand même une vidéo assez extraordinaire, dont je suis aussi très fier. Et les deux étudiants ont donné la permission de montrer ça à vous. Très bien. Et Ivan avait aussi donné sa permission pour la vidéo. Allez-y, je vous laisse la parole. Ne soyez pas timide. Si vous ne posez pas de questions, vous ne mangez pas. Je peux commencer avec une question. Vous pouvez vous poser des questions entre vous. Un peu pour Jérémy, parce que oui, il faut, disons, sortir de cette opposition binaire entre l'école de cinéma et disons, la théorie du cinéma dans les universités. Mais je trouve qu'il y a une différence importante quand même qui est, je te pose la question, les écoles de cinéma inculquent la professionnalisation. J'ai des difficultés de prononcer professionnalisation, alors que, à mon avis, les études de cinéma inculquent l'amateurisation. C'est-à-dire, amateur, ça veut dire quelqu'un qui aime. Et ce que moi, je veux cultiver parmi les étudiants, c'est l'amour du cinéma, finalement, c'est la cinéphilie, c'est rapport affectif, rapport d'amour avec le cinéma. Donc, moi, j'ai une sorte de... une connexion avec le mot amateur que j'aime, qui est une sorte de manière de résister au discours de professionnalisation qui domine de plus en plus dans les universités contemporaines. Donc c'est une sorte de remarque question pour toi. Merci Daniel. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, je suis reparti je ne critique pas du tout la distinction entre école de cinéma et université. Je suis simplement reparti de cette anecdote parce qu'elle était symptomatique du mépris qu'on nous demandait de ressentir à l'égard des écoles de cinéma. Et ce mépris-là, je ne le partage pas du tout. C'est peut-être là aussi qu'on ne se retrouverait pas nécessairement. La deuxième chose, je crois qu'il faut vraiment souligner, c'est que peut-être nos situations ne sont pas les mêmes. Alors je peux, moi, personnellement, me reconnaître complètement dans ce plaidoyer pour l'amateurisation. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe quand, au bout de 2 ans, sur 60 étudiants, j'en ai un ou une avec laquelle je voudrais commencer une thèse. Là, oui. Tous les autres, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, et c'est l'Université de Liège, c'est pas Francfort, ok, dans le paysage universitaire francophone belge tel qu'il est pour le moment, cette situation nous impose de trouver des réponses adéquates à la demande de professionnalisation de nos candidats étudiants. Sinon, ils ne viennent pas. Alors, on peut très bien dire, OK, tant pis pour eux, ils ne viennent plus. Mais demain, il n'y a plus de filière cinéma chez nous non plus. Donc, en fait, il y a une espèce d'impératif, en fait, de la professionnalisation, alors dont les origines sont multiples. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en parlais hier en réunion. Les hautes écoles, je veux dire, nos étudiants de master, aujourd'hui, arrivent majoritairement des hautes écoles et pas d'un bachelier universitaire. Donc ils viennent déjà avec l'idée qu'il faut apprendre un métier et pas un regard ou un amour. Le fait que toute l'université n'arrête pas de leur dire « venez chez nous parce que vous allez apprendre un métier et vous allez gagner votre vie après », etc., etc. Donc je crois qu'il y a vraiment une grosse différence entre cette situation de l'Université de Liège et des autres universités francophones belges aujourd'hui et
la Goethe-Universität. Enfin bon, désolé, mais à un moment donné, il y a pragmatiquement, bon, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, on n'a peut-être pas exactement le même type de personnes qui vont venir nous trouver. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de dépasser l'idée qu'un cours de création documentaire donné par un réalisateur serait nécessairement seulement au service de l'analyse, ou serait nécessairement seulement au service de leur future professionnalisation en tant que producteur ou critique de film. C'est là que j'essaye, en fait, de désinstrumentaliser, si tu veux, les différents enseignements. Voilà, c'est une première réaction, mais parfois, je peux me surprendre à rêver, hein, à vouloir être à Francfort ou à Paris 3 ou dans ces autres universités. Mais j'aime bien aussi ce que je fais à Liège. Ouais. J'aimerais répondre aussi indirectement, parce que moi j'ai fait et de la production avant d'entrer dans le milieu académique, donc j'ai un rapport à l'image et au film, au cinéma, qui est particulier aussi dans ce sens-là, qui peut peut-être aider à la réflexion. Je fais un doctorat en histoire de l'art et donc j'ai un rapport à l'image qui est particulier. Or, quand je donne un cours, je pense mon enseignement différemment. C'est-à-dire que mon cours est monté un peu comme un film, on me l'a déjà dit. Et donc, il est une suite d'images montées avec une narration. Est-ce qu'on revient à l'ancienne conférence d'histoire de l'art qui était effectivement, si on pense à Wölfflin, si on pense à ces historiens de l'art, qui, en fait, puis d'ailleurs, on peut citer Pasolini, hein, donc vous connaissez, qui parle justement de ces conférences d'histoire de l'art de Roberto Longhi, qui dit, mais c'était du pré-cinéma. On avait l'impression d'avoir un récit historique monté avec l'image. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que la rencontre de la pratique et de la théorie est possible. Je ne pense pas que je réponds directement à ce que vous avez vécu à l'Université de Liège, mais j'aimerais ça rajouter cette dimension. Il y a aussi l'amour du cinéma dont vous parlez. Or, c'est votre amour de votre cinéma. Ces jeunes qui arrivent, ces jeunes, alors là, déjà là, on est en train de les caractériser, de dire eux et nous. Mais ils ont déjà un amour du cinéma qui est construit autrement. Et cinéma veut dire quoi pour eux? Cinéma, c'est TikTok. C'est de l'image oui, je sais, ça fait réagir, mais et donc cinéma, c'est regarder où le cinéma? Donc là, on revient aux grandes questions. Qu'est-ce que le cinéma, la salle obscure, etc., etc. Mais j'essaie de revenir aussi, vous avez parlé beaucoup de la théorie critique que vous enseignez. Or, est-ce que les jeunes à qui, soudainement, cette professeure dont vous parlez a demandé comment vous vous sentez, quelle a été votre journée aujourd'hui, quelque part, c'est leur demander de poser un regard sur leur vie et sur la vie. Or, aujourd'hui, ils sont confrontés à cette vie-ci. Donc, je ne sais pas, j'aimais des réactions que j'ai eues en vous écoutant, en me disant, ben, ces gens-là, quelque part, ils arrivent avec une théorie critique instinctive. C'est gros ce que je dis, mais est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie d'avancer ici? Donc, les étudiants ne sont-ils pas différents de ce que nous étions, je m'inclus, avant, alors qu'on était dans un milieu protégé, dans un milieu qui ne questionnait pas, où il y avait un rapport d'autorité du professeur par rapport à l'étudiant. Alors qu'avec des nouveaux modes d'enseignement, comme vous avez dit, ces modes-là sont floutés, en bon français. Et donc, la profession, par définition, par nécessité, par la force des choses, est amenée à changer elle-même. Ce serait... voilà. Je vous passe la parole. Je peux reprendre? Oui. Oui, bien sûr. Nos expériences sont un peu différentes parmi les différents pays. À Francfort, nous avons la chance que nos étudiants lisent Donau dans la crèche déjà. C'est vraiment un bonheur le sanskrit. Non, c'est une plaisanterie. Mais parfois, je me demande. Mais nous avons eu aussi cette discussion très récemment dans notre département
sur, disons, qu'est-ce que le cinéma, mais aussi qu'est-ce que n'est pas le cinéma. Vincent Heidegger, mon collègue, a donné une conférence très passionnée sur l'idée que TikTok, c'est bien du cinéma. C'était intéressant. Moi, je dirais... c'est un peu aussi ce que j'ai dit dans ma conférence. Il y a des moments vraiment cinématographiques qu'on peut retrouver dans les supports comme TikTok, même sur Zoom ou je ne sais pas quoi. Ça ne veut pas dire que le support est cinématographique, mais il y a quand même des moments extraordinaires où il y a une sorte de rapport cinématographique avec l'image. Et moi, je comprends ma tâche comme faire de liaison entre ces moments dans le monde audiovisuel contemporain et toute l'histoire du cinéma que nous connaissons. Et c'est aussi inculquer un peu l'amour pour cette histoire, parce que finalement, je pense que la spécificité des études cinématographiques, c'est que, alors que, je ne sais pas, les chimistes, ils n'aiment pas les molécules. Ou, pas forcément, de toute façon, mais nous, c'est nécessaire vraiment pour avoir un effet, quel que ce soit, sur nos étudiants, d'avoir et de montrer un amour pour notre objet de recherche et d'enseignement. Donc pour moi, c'est archi important, finalement, de montrer ça dans la salle de classe. Mais je peux passer le micro à quelqu'un d'autre. Ouais. Je vous propose quelque chose parce que, histoire de rendre encore plus interactif la séance de questions, ce que tu as décrit au début, la distinction entre professionnel et amateur pour parler de cinéma, ça m'a fait penser à une célèbre vidéo de Orson Welles qui est en 1972 interviewé au Ritz en présence de Jeanne Moreau, et pendant 1 minute il parle exactement de ça. Je vous propose juste de voir ça en réaction, et comme ça on verra que Orson Welles et Daniel Fairfax sont sur la même longueur d'onde. Tiens, voilà. J'adore le Ritz. Je trouve jamais le place en Ritz, parce que c'est toujours plein de riches Américains. Tu sais. Et toi, tu es un vagabond. Non, je bois pas seul, non. Mais moi, donnez-moi un verre, oui. Oh, c'est triste. Oh, non. Non, mais je voulais boire avec toi. Non. Moi, j'avais rencontré Hemingway, ici. Ah oui, dans le bar. Oui. Le fameux endroit, oui. Merci bien. Et non, Hemingway a libéré le Ritz Bar. Ah bon? Oui, ah oui. C'était le héros de Libération. C'est lui pendant la guerre? Oui, le jour de libération de Paris, c'est lui qui a libéré le bar dans le rue Chambord. C'est une bonne idée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Moi, je déteste le mot professionnel. Moi non plus, j'aime pas. Tous les comédiens et les autres qui disent moi, je suis professionnel, je suis un pro. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un mot plus triste que ça? Non. Parce qu'amateur, c'est basé sur le mot amour. Il faut faire les choses pour love. Sinon, nous sommes idiots. Complètement. Hein? C'est beau, ça. Voilà, c'était pour l'anecdote. Merci à Orson Welles. Pas merci à la plateforme. C'était aussi Orson Welles qui a dit que le cinéma, c'est le jouet le plus magnifique du monde, oui. Donc, il faut cultiver ça un peu aussi. Mais il y avait une question dans la salle. Ouais, juste en rebond, puisque ce n'était pas sans rapport. Dans mon monde professionnel à moi, je ne croise que des professionnels qui se permettent de dire que c'est mieux amateur. Parce que tous ceux qui ne sont pas encore professionnels, ils arrivent avec l'espoir de le devenir. Donc je crois qu'il faut aussi interroger le luxe que nous avons aujourd'hui de trouver qu'amateur, c'est mieux, c'est plus beau, etc. Enfin, il ne faut pas perdre de vue ce que c'est le cinéma pour quelqu'un qui ne l'enseigne pas, qui ne le pratique pas, qui voudrait éventuellement. Il y en a peu dans mon entourage qui disent « Ah, moi, je préfère le mot amateur au mot professionnel ». Non, c'est une fois qu'ils le sont éventuellement professionnels qui disent « Mais amateur, c'est quand même mieux ». Donc, faisons attention à ce luxe-là aussi. Mais
les professionnels doivent être aussi des amateurs, je dirais. Ben, en fait, j'avais juste une remarque par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord que quand on arrive dans un contexte de documentaire, que si on va dans une optique de se professionnaliser, c'est important d'avoir une analyse pour plus dans cette optique-là. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé mes études genre en cinéma au cégep, c'était pour être journaliste. Finalement, c'est mes cours de cinéma, de théorie du cinéma que j'ai plus aimé que mes cours de journaliste. Puis ça m'a fait genre changer de branche. Puis après ça, quand j'étais jamais vraiment renseignée au documentaire, puis au bac, j'ai eu un cours de documentaire, puis j'ai vraiment adoré mon cours de documentaire. Fait que ça m'a fait comme aussi genre plus m'intéresser à cet univers-là. Fait que oui, c'est toujours dans une optique de genre me professionnaliser, mais c'est quand même parce que j'ai appris la théorie puis que j'ai aimé ce que j'apprenais que j'ai voulu me spécialiser là-dedans. Est-ce que genre vous pensez pas que des personnes qui, par exemple, à Liège, ils parlent de l'information comme le bac qui est comme en information et communication. Information et communication, que quand ils arrivent au master, que c'est les arts du spectacle, c'est pas un peu quand ils ont des cours de documentaire qu'ils n'ont pas nécessairement eu avant, vu que c'est plus de la communication, de ce que je comprends. Je suis pas de Liège, là, fait que je sais pas. Est-ce que vous pensez pas que ça les a, justement, dans vos cours, vous devez leur donner le goût un peu d'aller vers le documentaire? Je sais pas si c'est clair. Si. Enfin, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, c'est un bachelier en information et communication, mais dans lequel, dès la deuxième année, ils commencent à choisir des grappes d'options. Et donc, le premier cours de documentaire, s'ils veulent bien le choisir, mais voilà déjà la spécificité de l'architecture du programme, il faut le choisir pour le suivre, ils peuvent le faire. Je pense qu'il y a autant d'attentes et de désirs de professionnalisation qu'il y a d'étudiants qui arrivent chez nous. Vous avez un parcours qui me fait penser à la trajectoire d'une étudiante qui est celle qui m'a dit j'ai fait un documentaire qui n'est pas un documentaire et c'est de votre faute, qui en fait a d'abord étudié le journalisme et qui a d'abord été journaliste en Lituanie, avant de dire j'ai fait le tour du journalisme et maintenant je veux recommencer quelque chose du côté d'une autre approche du réel avec ma caméra, etc. Il y en a qui viennent du journalisme et qui vont vers le documentaire, il y en a d'autres qui à un moment donné disent mais non, c'est le trajet inverse que je veux faire. Moi ce qui m'intéresse au fond c'est, voilà, avec ma caméra et on va au contact du réel pour ramener le plus vite possible un maximum d'images spectaculaires, parce que c'est notamment comme ça qu'on enseigne le reportage dans certaines écoles aujourd'hui. Donc il y a plein de trajectoires différentes. Moi, je voudrais simplement qu'on hiérarchise plus. Dans votre parcours, c'est ce qui s'est passé, ce sont vos cours d'histoire, de théorie, d'analyse qui, à un moment donné, vous ont peut-être ouvert les yeux, d'après ce que vous racontez, sur un type d'approche du réel que vous ne connaissiez pas, ou dans d'autres cas, c'est autre chose qui se passe. Moi, j'ai des étudiants qui arrivent avec d'immenses préconceptions théoriques et analytiques, et puis qui, au moment où ils commencent à faire des films, se disent « Ah, ok, le réel, ça peut être plein de choses différentes. » Donc, voilà, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Je voudrais juste qu'on ne hiérarchise plus. Et j'ai l'impression que pour le moment, l'institution universitaire, notamment belge, hiérarchise encore très très fort finalement. C'est ce que je lisais sur le site internet, c'est-à-dire il y a le socle, et puis après il y a un peu de création, quoi. Petit commentaire, je ne veux pas être méchant, mais journalisme, cinéma, vous avez vraiment choisi les deux branches les plus désespérées, désespérément sans avenir possible, donc je suis un peu désolé pour vous. Ben, en fait, parce que vous parlez un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le même sujet qu'il y a en France avec les écoles d'art versus les universités, qui est un peu cette incompatibilité entre la recherche-création, pas recherche et création, ou recherche ou création, mais que vraiment ce qu'on a instauré, je pense, à l'Université de Montréal, qui est intéressant, c'est la recherche-création, qui est cette idée-là entre le discours théorique puis la pratique, en fait, qui fait qu'un nourrit l'autre inconsciemment d'une manière où est-ce que c'est comme indissociable au final dans des avenues comme le cinéma, j'ai l'impression, le journalisme ou même l'histoire de l'art jusqu'à un certain point. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant parce que je vois que c'est pas tant les élèves qui sont contre la recherche-création, mais c'est les institutions qui commencent à être établies, comment on a cette création institutionnelle qui empêche les élèves de pouvoir faire ça, en fait. Je sais pas si c'est votre expérience, dans le sens que les élèves désirent ça, mais il n'y a pas comme de tradition institutionnelle qui puisse le faire. On a créé il y a quelques années une école doctorale un peu particulière en Belgique francophone qui s'appelle Art et Sciences de l'Art.
c'est une nouvelle école doctorale, et qui en fait est destinée à la réalisation de thèses qui sont des thèses création, comme on peut réaliser des TFE ou des mémoires de création, et donc dont une bonne partie est la création d'un objet artistique. Mais il faut quand même un texte d'accompagnement. Il est clair que certains collègues sont absolument enchantés, ouverts à ces nouvelles formes, et que d'autres continuent à penser ça même implicitement comme une sous-thèse, quoi. Et mon expérience dans les commissions de sélection, d'évaluation des projets au niveau du Fonds national de la recherche scientifique est une petite expérience, mais c'est qu'à chaque fois qu'arrivent sur la table des projets de recherche-création, on est embêté. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles ne correspondent pas ou qu'on ne peut pas leur appliquer les critères d'évaluation qu'on utilise d'habitude sur un marché déjà hyper compétitif de la bourse, bien entendu, et que d'autre part, soit on les rejette, mais ce sera pour de mauvaises raisons, soit on les accepte, mais ce sera peut-être injuste par rapport à d'autres projets aussi. Donc on est embêté. Et moi, ça fait 2 ans que je plaide pour la création d'une ligne de financement spécifique pour ces projets, qui pourra progressivement se doter de ces critères propres. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je suis complètement d'accord avec vous que c'est le découpage institutionnel qui alimente une forme de mépris ou de renvoi dos à dos, et alors que la réalité des personnes que nous avons en face de nous, des étudiants, les jeunes chercheurs, etc., elle a évolué déjà. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est important parce que quand... petite histoire personnelle encore, je suis désolée, mais ça résonne chez des collègues qui font un doctorat, qui ont eu une vie professionnelle avant de faire le doctorat, qui n'est pas nécessairement le parcours universitaire, bac, machin. Et donc, non, quand j'ai commencé mon doc, je n'avais pas écrit 36 articles et puis je n'avais pas fait 22 colloques et machin. Mais par contre, j'avais produit une bonne vingtaine de films. Et puis quand j'ai demandé mes bourses, les bourses CRSH, machin, FRQSC, j'ai rien eu. Pourtant, c'est pas rien d'avoir produit autant de films et d'avoir eu une vie professionnelle sur laquelle s'appuient justement mes recherches. Donc c'était pas étranger. Et puis il y a d'autres collègues justement qui ont un parcours un peu atypique comme ça, qui n'ont pas reçu de bourse aussi. Donc c'est assez problématique. Il faut se reconstruire lorsqu'on décide de reprendre le parcours académique. C'est un peu comme si on repartait à zéro. Et il doit y avoir, je crois que dans l'Université de Montréal, c'est en train de changer parce qu'ils ont vraiment accepté, ils ont vu. Mais là, je suis vraiment dans un système beaucoup plus macro, qui est le système des institutions dont vous parlez, qui n'est pas encore adapté à ces nouvelles formes, justement, de recherche, quoique ma recherche est assez théorique, mais à cette nouvelle forme de clientèle. Tiens, on va rentrer dans un mot qui est terrible, mais je pense qu'on correspond pas à des critères de clientèle qu'on peut cocher très, très simplement et rapidement.